À la veille du budget fédéral, mais surtout à une semaine du budget québécois, on a cru utile de vous dire quelles seraient les priorités d'un gouvernement du Parti québécois qui prendrait le pouvoir comme demain, là. Disons que ce gouvernement dysfonctionnel décidait de faire un cadeau aux Québécois et de démissionner en bloc et qu'on devait, toutes affaires cessantes, dégager des priorités. La semaine qui vient, bien sûr, mes collègues et moi sommes impatients de vous présenter un budget complet, mais ça ne va arriver qu'après le 1er octobre 2018. Mais cette fois-ci, on veut indiquer qu'est-ce qui nous anime comme priorité avec les informations dont nous disposons, qui sont parcellaires, sur la marge de manœuvre gouvernementale pour 17-18. Alors, c'est clair qu'un budget 2017 du Parti québécois donnerait un répit aux familles, essentiellement redonnerait aux familles ce que les libéraux leur ont enlevé en augmentation de tarifs divers, c'est-à-dire plus de 1 100 $, donnerait une priorité aux patients, aux aînés et aux élèves dans le réinvestissement du surplus qui a été dégagé sur leur dos et prendrait des mesures spécifiques de soutien aux PME et aux régions. Alors d'abord, les surplus budgétaires dont on va faire état ont été réalisés aux dépens des missions essentielles, aux dépens des aînés dans les CHSLD, aux dépens des handicapés, aux dépens des élèves et de leur soutien, aux dépens des patients un peu partout dont les listes d'attente ne cessent de s'étendre. Alors pour nous, la totalité de ce surplus qui a été constitué sur le dos des Québécois doit revenir en service aux Québécois, la totalité. Et ça veut dire dans les services, principalement en santé et en services sociaux, en éducation, en protection de la jeunesse, en logement social. Je vais demander à Alexandre de nous dire quelles seraient ses priorités avec cet argent qui n'est pas neuf, c'est-à-dire de l'argent qui vient des coupures et qui est réinvesti en partie. Quelles seraient les priorités en éducation? Alexandre? D'abord, on trouve complètement inacceptable qu'à chaque début d'année scolaire, les parents n'aient pas accès à une trousse scolaire gratuite pour leurs enfants. Ça se fait du côté ontarien depuis déjà de nombreuses années. On pense que la facture qui est refilée aux parents québécois qui, à chaque année, doivent magasiner le matériel scolaire, courir les magasins, essayer de trouver la meilleure aubaine pour économiser. On pense que c'est une mauvaise gestion, c'est une mauvaise façon de faire. Donc, on privilégie la gratuité du matériel scolaire pour l'ensemble des parents qui n'auraient plus ce casse-tête à chaque début d'année scolaire. Maintenant, vous savez également que les coupures en éducation ont fait extrêmement mal dans le réseau. Les coupures se chiffrent à la hauteur de plusieurs centaines de millions. Si le gouvernement libéral avait respecté ses engagements, si le premier ministre actuel avait été fidèle aux paroles qu'il a tenues devant les Québécois, il y aurait eu 2,26 milliards supplémentaires dans le réseau de l'éducation. Tout ça s'est traduit par des pertes de postes importants, des pertes de postes de professionnels, de psychoéducateurs, de techniciens en éducation spécialisés. Et sous la gouverne du Parti québécois, notre priorité serait d'offrir des services aux jeunes en difficulté, aux jeunes qui ont besoin d'aide, aux jeunes qui ont besoin de réussite pour qu'ils, au bout de leurs aspirations, au bout de leurs ambitions, qu'ils obtiennent leur diplôme et que ces jeunes soient accompagnés dès le plus bas âge. Nous avons déjà proposé qu'il devrait y avoir un minimum de services offerts dans chacune des commissions scolaires par l'embauche de psychologues, de psychoéducateurs, d'orthophonistes. Or, la priorité doit être donnée justement à ces élèves en difficulté, en bas âge, pour augmenter la diplomation et s'assurer que le Québec soit un chef de file en matière de réussite scolaire. Je pense ainsi qu'avec le réinvestissement à la bonne place et plusieurs centaines de ce personnel professionnel et plusieurs centaines de personnels de soutien de plus qui pourraient être embauchés dès l'année qui vient. Et on sait que quand on s'occupe mieux des élèves en difficulté, mais on s'occupe mieux des élèves qui ne sont pas en difficulté puisque leurs enseignants peuvent se consacrer à l'ensemble de leurs élèves. Alors, ça, c'est pour le réinvestissement maximal, total des surplus dans les services d'où ils ont été pris. Maintenant, on s'est dit que ce serait bien quand même de dégager une somme supplémentaire pour faire plus. Alors, cette somme supplémentaire, on est allé au plus simple. Nous, on privilégie
le gel de l'augmentation de la rémunération des médecins, des 20 000 médecins du Québec. Et en gelant leur rémunération juste pour l'année 17-18, ça fait 525 millions de dollars d'augmentation qu'on ne leur donnerait pas. Et en mettant fin à leur incorporation, c'est un autre 100 millions qu'on ne leur donnerait pas. Donc, on a 625 millions de dollars qu'on prend à des gens qui n'en ont pas besoin. On ne leur enlève rien. On prend de l'argent dont ils n'ont pas besoin et on le donne à des gens qui en ont besoin. D'abord, les familles. Alexandre a parlé de la mesure pour la trousse de matériel scolaire en début d'année. C'est 150 $ par élève. Une deuxième mesure qu'on a beaucoup contestée, c'est l'augmentation importante des frais de garde, la fameuse ligne 434 qui est maudite en ce moment par beaucoup de gens de la classe moyenne. Claude Cousineau, notre porte-parole en matière de services de garde, va vous expliquer de quoi il retourne. Oui, merci Jean-François. Bien, effectivement, on a vu depuis quelques années des augmentations assez faramineuses sur le dos des parents, des familles québécoises. On a vu une tarification qui était universelle devenir une tarification modulaire. Et puis, on a vu apparaître aussi à la ligne 454 des rapports d'impôts des citoyens, une taxe famille. Bien, nous, ce qu'on propose, parce que M. Lisée a parlé du 625 millions récupérés avec le gel des salaires des médecins. Alors, nous, ce qu'on propose avec le 625 millions, entre autres, c'est d'abolir la taxe famille, la fameuse ligne 454, d'une part, et puis de faire en sorte aussi de ramener le tarif à un montant universel, c'est-à-dire 7,30 $ par jour, et pour faire en sorte que les familles puissent retrouver de l'oxygène ainsi que les centres de la petite enfance, parce qu'on se rappellera que les centres de la petite enfance ont énormément souffert de la modulation des tarifs, énormément souffert aussi du fait qu'est apparue la ligne 434 sur les rapports d'impôts. Donc, ce qu'on annonce, nous, en fin de compte, c'est abolition de la taxe famille et puis retour à un tarif universel à 7,30 $ pour les services de garde. Par le fait même, on va contribuer à solidifier et à bonifier les services qui sont donnés dans le secteur public les centres de la petite enfance et puis de permettre de leur donner de l'oxygène et permettre à tous les éducateurs, les éducatrices qui y travaillent de pouvoir offrir un service de qualité à nos tout-petits au niveau éducatif et au niveau de la sécurité. Claude a parfaitement raison, parce que ce système libéral, il pousse à la privatisation du système compte tenu du calcul des crédits d'impôt. Et en ce moment, pour la première fois de leur existence, les CPE ont des places libres parce que des parents de classe moyenne, classe moyenne supérieure font un calcul que ça coûte moins cher d'aller dans des garderies privées non subventionnées. Et toutes les études montrent que la qualité du service est plus grande dans les CPE que dans les garderies privées. Et donc, c'est aussi une mesure de santé publique, d'amélioration du service que de revenir à 7,30 $ par enfant. Troisième mesure pour les familles, on sait que les prévisions d'augmentation du coût de l'alimentation sont très graves pour l'année et on pense que pour les 2,7 millions de ménages qui reçoivent le crédit d'impôt solidarité, on va les aider à amortir le choc de cette augmentation du coût du panier d'alimentation. On veut augmenter de 100 $. C'est un financement mensuel qu'ils reçoivent par le crédit d'impôt à compter du 1er avril. Et à mesure qu'on pourra voir l'impact de l'augmentation, on voudra bonifier à 200 $, comme on l'a déjà dit, plus tard dans l'année, à partir de la capacité financière de l'État. C'est notre objectif de le monter à 200 $ si effectivement le panier d'alimentation augmente aussi vite que ce que certains experts nous le disent. Alors ça fait les trois mesures qui couvrent l'ensemble des familles, de la classe moyenne supérieure jusqu'aux familles les plus défavorisées. Mais on veut également investir dans nos petites et moyennes entreprises. Et pour ça, je passe la parole à Nicolas Marceau. Oui, merci Jean-François. Alors, quant à la tenue de notre économie, vous le savez, c'est pas glorieux ces derniers temps. Les investissements, en particulier des entreprises, sont en baisse. Ils ont baissé pour
3 années de suite. Et quant aux exportations, et c'est de cela dont je vais vous parler un peu plus précisément, elles ont stagné en 2016, donc croissance nulle, dans un contexte où, je vous le rappelle, le dollar canadien était faible. Et quant à nos exportations, plus spécifiquement vers les États-Unis, elles ont reculé l'an dernier de 4 %. Et je vous rappelle que c'était avant l'arrivée de M. Trump. Donc, dans un contexte qui était plutôt favorable, le dollar canadien faible, M. Obama très ouvert aux échanges commerciaux. Alors, de voir cette performance négative l'an dernier vers les États-Unis, c'est très préoccupant. Je vous rappelle que le Québec exporte tout près de la moitié de son PIB, que son premier client, et de loin, ce sont les États-Unis. Et donc, il nous apparaît que le plan de M. Couillard et de son équipe ne fonctionne pas et qu'il faut donner un coup de barre. Il faut donner une incitation supplémentaire à nos entreprises pour qu'elles exportent. Ce que nous proposons, c'est de lancer un message très clair à nos entreprises exportatrices en leur disant qu'elles vont obtenir un congé d'impôt sur la première tranche d'1 million de dollars d'exportations supplémentaires qu'elles parviendront à réaliser. Et nous allons, dans un premier temps, contenir ça à certaines entreprises. Ce seront celles qui sont de 250 employés et moins, ou bien qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars d'affaires. Nous avons réservé une somme de 45 millions pour cette mesure. Voilà. Dernière chose, on vous parle depuis un certain temps, évidemment, du Fonds des générations dont le capital augmente assez rapidement, 10, 12 milliards, qui sera dans quelques années à 20 milliards. C'est un fonds qui est adossé à la dette. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la dette du Québec, on soustrait ce qu'il y a dans le fonds pour calculer la dette. Et là, on regarde le rapport de la dette sur la croissance économique. Cette année, on va collectivement déposer 2,5 milliards à ce fonds. On vous en a parlé précédemment. On trouve que le fonds est investi de façon très prudente et que dans la diversification de l'investissement du fonds, on pourrait avoir une portion mineure du fonds qui génère de la croissance économique, pas en dépenses, en investissement. Alors, on est extrêmement prudent. On dit 10 % du dépôt de cette année. Donc, 10 % de 2 milliards 500 millions, ça fait 250 millions qu'on voudrait investir dans une mesure dont on est certain qu'elle va générer de la croissance économique, c'est-à-dire doter les régions du Québec, les régions qui n'en ont pas déjà, d'Internet haute vitesse. On sait qu'on a énormément de jeunes Québécois partout sur le territoire qui veulent lancer leur entreprise. S'ils sont dans un lieu où il n'y a pas Internet haute vitesse, ils vont se déplacer vers un lieu où il y en a. Donc, on veut concevoir un fonds d'investissement de 250 millions qui viendra en soutien à l'extension du réseau là où il n'y en a pas. Évidemment, cet investissement n'a pas besoin d'avoir un rendement de 10 ou 12 % puisque le rendement que l'on recherche ici, c'est l'augmentation de la croissance économique, donc du PIB. Et si le PIB augmente plus vite, le poids de la dette face au PIB va se réduire, ce qui est le but du jeu, finalement, du Fonds des générations. Mais on pense que c'est une façon de le faire qui va accroître la croissance économique, retenir les jeunes en région, ce qui est un objectif national important, et soutenir les jeunes pousses, les jeunes PME qui veulent créer leur entreprise un peu partout en région. Alors voilà l'ensemble de ce qu'on vous donne aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas un budget complet. On ne ventile pas la somme des surplus en disant voici exactement ce qu'il faut faire en éducation, en services sociaux, etc. On pense qu'on verra comment le gouvernement se comportera la semaine prochaine et on vous donnera nos appréciations de ça. Mais un gouvernement qui, selon nous, aurait à cœur à la fois les services, les familles, les régions et les PME, aurait ce qu'on propose aujourd'hui dans son budget. Alors, on se croise les doigts.